Ok, je refais un petit clap pour démarrer. Ça permet de caler toutes les bandes son. Bonjour Benoît Girard. Bonjour Louis, merci de me recevoir. Ouais, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir, un honneur de pouvoir te recevoir pour ces entretiens mortels. Vous savez, ce sont des entretiens que nous réalisons avec des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des pharmaciens, des soignants, mais aussi des personnes handicapées, des personnes militantes ou non, sur les questions d'euthanasie, de suicide assisté et de fin de vie, dans le contexte de la loi Falorni qui a été votée par les députés et qui va passer devant les sénateurs en septembre-octobre. Finalement, on vient questionner à nouveau frais notre rapport à la mort, essayer de refaire une anthropologie de la mort qui nous soit propre et de réécrire ce récit commun ensemble, puis de montrer qu'il y a des contradictions, des dialectiques, que tout n'est pas univoque. Donc ces entretiens mortels ont pour vocation au fond de remettre au cœur de la discussion publique la question de la mort, alors même qu'elle est en permanence évincée, évacuée, qu'on fait comme si elle n'existait pas, et technicisée à outrance. Donc aujourd'hui, je te reçois. Tu es à la fois professeur d'histoire, mais aussi intellectuel, directeur éditorial, c'est comme ça qu'on dit, de la revue Antigone. Et puis tu portes un nom fameux, mais pas seulement, tu es un peu l'héritier de la pensée de René Girard. Et on va essayer de parler de tout ça autour de la mort. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ton parcours personnel, sur la présentation que tu voudrais faire de toi-même auprès du public? Professionnellement parlant, effectivement, je suis professeur d'histoire-géographie. C'est vrai que j'ai été amené à m'intéresser de très près à la pensée de mon grand-oncle pour des raisons de proximité familiale. Une première fois dans les années 2000, quand j'ai ouvert ces premiers livres et qu'ils ont fait écho en moi à des questions existentielles que je me posais à l'époque. Et puis de nouveau en 2021, quand nous avons créé une association qui s'appelle la Société des Amis de Joseph et René Girard, qui avait pour objectif à l'époque de préparer un certain nombre de commémorations autour de son centenaire, parce que nous étions un certain nombre du côté français de sa famille, puisque René Girard a passé l'essentiel de sa carrière aux États-Unis. Nous étions un certain nombre à penser que précisément la pensée de René Girard était un héritage qui méritait d'être porté au plus près des débats, des polémiques, des confrontations extrêmement violentes qui agitent la société contemporaine. Et nous pensons que René Girard est à même de... La pensée de René Girard est à même de porter sur ces clivages, sur ces tensions, un éclairage à la fois lucide, sans concession, je dirais indemne de tout relativisme, mais en même temps profondément réconciliateur. Je pense que c'est une pensée qui est, pour reprendre un terme dont je sais qu'il t'est cher, le lieu d'une diplomatie possible entre des représentations du monde qui s'affrontent aujourd'hui, alors que sous une certaine lumière, on se rend compte qu'elles écrivent ensemble la polyphonie d'un héritage à la fois très émancipateur, mais très lourd à porter, qui est celui, pour aller vite, de la révélation chrétienne, auquel René Girard, à travers une approche à la fois littéraire et anthropologique, a donné une forme de réception très nouvelle, et qui n'a, je pense, pas terminé de dévoiler son potentiel d'élucidation sur un certain nombre d'angles morts de notre vie sociale. Alors, vous avez créé au moment du centenaire de la naissance de René Girard cette société des amis de Joseph et René Girard, et la revue Antigone ensuite est née. Fait de toi à la fois un directeur éditorial, mais aussi un auteur. T'as aussi commis un certain nombre de textes, un certain nombre d'œuvres. Voilà. Ouais. Donc effectivement, les commémorations autour du centenaire de René Girard se sont articulées autour d'un certain nombre d'événements ponctuels dans le champ culturel, sur lesquels on pourrait éventuellement revenir, mais l'élément qui reste central et qui a potentiellement une inscription dans le moyen ou long terme, je l'espère, c'est donc la revue Antigone. Et la revue Antigone, je dirais qu'elle porte son programme dans son titre, sachant que ce titre lui-même a fait l'objet d'un certain nombre de malentendus. Choisir un personnage féminin, c'était important pour moi, non pas au sens où je voulais me réfugier derrière une forme d'étiquette culturelle ou l'étendard d'une cause à défendre, sachant qu'il y a, pour aller très vite dans le débat actuel, une Antigone de gauche, une Antigone de droite.
L'Antigone de gauche, c'est plutôt l'Antigone qu'on peut convoquer pour lutter contre le patriarcat, lutter contre éventuellement le contre, mais sans aller même jusque là, l'Antigone des droits de l'homme, l'Antigone d'une cité qui se refonde dans le respect de la dignité de la personne humaine. Et puis il y a aussi incontestablement, et peut-être a-t-elle peut-être plus en vogue aujourd'hui, une Antigone de droite au sens libéral du terme, c'est-à-dire la femme qui se lève face à l'État et qui promeut la responsabilité individuelle face au totalitarisme naissant. On a pu lire la fable, la tragédie de Sophocle, pardon, à la lumière du fait totalitaire. Et c'était pas du tout l'objectif. L'objectif d'Antigone, c'était de choisir l'incarnation d'une méthode littéraire qui était celle de René Girard, et qui se fonde sur une analyse, à mon avis, extrêmement puissante et très émancipatrice de ce qu'on appelle le tragique. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux développer quelques minutes sur le tragique, parce que je pense que ça informe toutes les prises de position que je peux essayer de construire par rapport au débat contemporain. En fait, René Girard... On en discutait hors antenne. Voilà. Pour toi, c'est un élément très important chez René Girard aussi, de cette question de la tragédie. C'est ça. La tragédie, en fait, c'est le lieu de l'émancipation et de la liberté, pour René Girard, à travers la lecture qu'il fait de Sophocle, ce qui va à contre-courant voilà. De tout ce qui nous est enseigné d'habitude en littérature, où on nous dit tragédie grecque, c'est le destin irrémédiable, fatum qui s'abat sur des personnages qui ne choisissent pas ce qui leur arrive, qui sont tiraillés entre des impératifs puissances contradictoires. Voilà. Au fond, ce sont les dieux qui, in fine, décident du sacrifice. Quoi. Oedipe, alors c'est pas Antigone, mais je reviendrai sur Antigone dans un instant. Oedipe qui est voué à tuer son père et coucher avec sa mère, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quelles que puissent être les énergies qu'il déploie, au bout de la tragédie, on sait qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère. Et alors, ce qui est profondément renversant au sens premier du terme chez René Girard, c'est que ce que montre René Girard, c'est que précisément le fatum, le destin dans la tragédie grecque, c'est précisément ce qu'il y a de moins tragique, ce qui précisément perpétue ce que René Girard appelle le sacré archaïque. C'est finalement le rétablissement in extremis d'une morale qui permet à la tragédie de ne pas être excessivement subversive et de faire unité civique dans le théâtre grec, qui est le lieu de la concorde civique par excellence. Mais ce que René Girard montre, c'est qu'en fait, le tragique surgit dans les profondeurs de la crise sacrificielle qui affecte cette communauté et qui menace son destin, qui menace son avenir, précisément, non pas comme le récit d'une fatalité, mais comme la possibilité d'un récit qui met en symétrie les positions antagoniques qui sont en train de menacer la cité grecque. Et ça, c'est profondément révolutionnaire, profondément subversif, peut-être, pour employer un terme plus adéquat, et on va le retrouver ensuite dans les évangiles, l'idée qu'il n'y a pas des innocents et des coupables, mais un conflit qui possède ses acteurs et qui se résout inexorablement dans la désignation d'un coupable, parce que précisément, c'est ce qui va permettre à la cité de se réconcilier. Et finalement, la tragédie est le lieu où ce processus, non pas est activé, il est de nouveau in extremis à la fin de la tragédie, mais tout au long de la tragédie, le processus n'est pas activé, il est révélé. Il est explicité. Et donc, la tragédie, qui renvoie à ce que René Girard dira plutôt sur l'Apocalypse, c'est non pas le moment où l'homme est enfermé dans son destin, c'est au contraire le moment où il est dans une position potentiellement extérieure par rapport à ce destin, et que par le langage, il va pouvoir le représenter comme tel, et à partir du moment où il est représenté comme tel, précisément s'en émanciper et dévier la flèche du temps vers un autre avenir possible. Et donc Antigone, c'est ça pour moi. Antigone, avec en même temps toute cette tension entre le cœur et le héros, le bruit de la cité et la volonté individuelle du héros tragique, cette tension dialectique entre les deux pendant la tragédie. Et le héros tragique cherche justement le héros tragique justement est celui qui cherche à échapper à la fatalité de la vox populi, de la clameur, qui cherche à et donc un petit peu comme le Christ, et c'est là où il y a chez René Girard des analogies, des sauts dans le temps absolument incroyables et vertigineux sur le plan littéraire. Ce qui fonde le héros tragique, c'est précisément qu'il a tendance à s'échapper du costume de la victime qu'on voudrait avoir taillé pour lui pour permettre à la cité de se réconcilier, pour dire mais non, mais moi j'ai rien fait. Et c'est pour ça que finalement la résolution de la tragédie, c'est de dire bah oui, Oedipe il a couché avec son père, il a couché avec sa mère, pardon, il a tué son père, mais il l'a pas fait exprès. Donc finalement, c'est ça la manière dont la cité grecque retombe sur ses pieds in extremis. On conçoit que la société n'arrête pas de se réconcilier contre des victimes. Donc ça, on l'élucide, on le met sur le devant de la scène au sens le plus littéral du terme, puisqu'il s'agit de théâtre. Mais en même temps, on rétablit quand même in extremis la bonne morale, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gentils et des méchants.
Mais derrière cette gentillesse et cette méchanceté, il y a des forces qui nous échappent. Donc Oedipe, d'une certaine manière, il est racheté par cette espèce de destin auquel il n'a pas su résister. Mais c'est pas là que le tragique s'inscrit le plus. Et alors ce qui est amusant, justement, après ce que je disais sur l'Antigone de gauche et l'Antigone de droite, c'est que finalement la façon dont on s'empare du personnage d'Antigone réplique finalement la manière dont s'identifier. Donc pour moi, Antigone, c'est, je l'ai écrit dans plusieurs éditoriaux, c'est se mettre à plusieurs pour essayer d'écrire ensemble, et je crois que ça correspond au travail que tu fais toi aussi, écrire ensemble la tragédie des temps contemporains. C'est-à-dire mettre ensemble des gens qui sont prêts à se confronter dans leurs différences pour voir précisément comment ils peuvent construire un au-delà de ces affrontements qui nous enferment. Et alors, sachant qu'effectivement, c'est très beau sur le papier, très difficile à mettre en œuvre en pratique. Parce que on se rend compte vite, en définitive, que nous tous avons rien moins envie que de nous réconcilier, parce que nous réconcilier nous oblige à nous remettre en question. Et parfois interviennent des discours de réconciliation qui ne le sont qu'en surface, qui sont en fait des discours de relativisme, qui cachent en fait d'autres processus de domination plus hypocrites, au sens où finalement celui qui maîtrise le discours relativiste tient sous sa puissance tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Alors, je pense aujourd'hui en particulier à cette espèce de discours un peu irénique sur les valeurs de la République, dont on pense que chacun va pouvoir y trouver son compte, alors qu'en fait, précisément, on se rend compte à travers la violence du débat contemporain et les phénomènes d'exclusion qui se multiplient de toutes parts, que les valeurs de la République ne sont pas le cadre, ne sont plus, je ne sais pas, le cadre à l'intérieur duquel la polyphonie des points de vue peut se donner à voir, mais au contraire une espèce d'impensé en surplomb, à partir duquel on peut décider qui est dedans et qui est dehors. Donc en fait, voilà, on est en permanence en train de cheminer entre des discours exclusifs assassins et des discours faussement inclusifs qui font revenir les logiques d'exclusion par d'autres. Voilà. Et donc avec Antigone, j'ai tenté de construire un objet littéraire dont l'objet final ne consiste pas tant à donner la parole à tel ou tel, mais de voir ce que ça donnait quand on met en polyphonie des points de vue qui n'ont pour seul point commun que d'accepter d'être mis en vis-à-vis l'un de l'autre. Je pense en particulier à ce débat entre Gilles de Castelnau et Bernard Perret que j'ai publié dans le numéro 2 sur la question du choc des civilisations, et qui a provoqué pas mal de vagues, parce que certains précisément ont pu y voir un relativisme. Mais je pense que c'est le contraire du relativisme. C'est l'idée précisément qu'on se distancie de nos propres affects meurtriers, notre propre pulsion de rejeter les victimes, pour essayer de voir le réel de plus haut, là précisément où les contraires s'harmonisent. Toute la culture est fondée là-dessus. Donc, il y a une ambiguïté dans ce que je comprends de la tragédie chez René Girard, c'est à la fois elle est le spectacle de la polyphonie des contradictoires et de toutes les tensions dialectiques qui secouent la société, l'individu, le collectif, la voie tracée par les dieux ou l'émancipation individuelle, les valeurs héritées ou la soumission à une autorité. Tout ça vient se jouer et s'entrechoquer, mais à la fin, il y a le sacrifice. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce sacrifice du bouc émissaire, de qu'est-ce que c'est que le bouc émissaire? Parce qu'on a une acception populaire du bouc émissaire, mais qu'est-ce que ça veut dire chez René Girard? Oui, on peut revenir au début de l'affaire. Et tu as dit un mot qui peut-être nécessiterait d'être explicité, cette espèce de résurgence du sacré, du mythique, du archaïque. Au cœur de la modernité. Ouais. Au cœur de la modernité. Oui. Alors, le grand sujet de René Girard, c'est la question du désir et de la violence. Et son postulat qui va avoir des implications épistémologiques majeures dans tous les champs littéraires, théologiques, scientifiques, c'est de dire que c'est de constater à travers la littérature, et c'est là où il y a une démarche très originale, que le désir humain n'est pas autonome. Le mythe, parce que c'en est un en final, de l'autonomie du désir humain, c'est ce que René Girard appelle le mensonge romantique. Ce dont René Girard a l'intuition en lisant toutes les grandes œuvres du patrimoine occidental et singulièrement la littérature française du XIXe siècle et du début du XXe,
c'est de voir qu'en fait, le désir est imitatif. C'est-à-dire que quand on désire un objet, une personne, quelque chose qui nous est extérieur, on n'exprime pas par là l'authenticité de son moi, on imite le désir de quelqu'un d'autre. Et pour René Girard, in fine, ce caractère imitatif du désir, bon, on peut prendre des exemples triviaux pour le montrer, c'est que par exemple, vous mettez deux enfants dans une pièce avec deux jouets exactement identiques, donc a priori chacun devrait pouvoir voir son désir comblé, il y a de très fortes chances qu'ils s'affrontent autour du même jouet, en laissant l'autre de côté. Mais ça c'est un exemple que René Girard donnait souvent. Voilà. Et alors, donc cette particularité de l'espèce humaine par rapport à toute le champ animal a des implications en termes de violence, puisque finalement ce que dit René Girard, c'est que ce qui définit l'homme, ça n'est pas un plus, comme on a toujours tenté de le chercher dans toute la théologie médiévale, c'est plutôt un manque, c'est-à-dire un certain nombre de protections instinctuelles qu'ont les animaux et qui font que l'affrontement peut avoir lieu, mais qu'il y a immédiatement des processus qui se mettent en branle pour que cet affrontement cesse et ne se répande pas dans le collectif animal. L'être humain étant dépourvu, d'après René Girard, de ses protections instinctuelles, à partir du moment où le désir mimétique se met en branle, potentiellement tout le monde se met à désirer ce que désire l'autre, et donc la communauté, le collectif humain, affecté par cet emballement du désir mimétique, voit sa survie à court terme remise en question. Et c'est là qu'intervient ce que René Girard appelle le processus d'hominisation, c'est-à-dire que la violence va devenir à elle-même son propre remède. Oui. La violence va devenir à elle-même son propre remède, c'est-à-dire que à travers un certain nombre de mécanismes dont je ne vais pas parler ici parce que ça nous emmènerait sur une conférence de plusieurs heures et je crois que c'est pas le sujet, le collectif humain a cette capacité de polariser cette haine qui a infiltré toutes les pores du corps social sur une personne qui devient le remède, le pharmakos. Voilà, qui devient le pharmakos, c'est-à-dire que finalement du tous contre tous, on va passer au tous contre un. Et ce moment où la communauté bascule, où elle polarise sa violence pour des raisons qui tiennent du hasard souvent plus que d'autres choses, c'est pour René Girard, et ça c'est très provocateur, la naissance de l'être humain, parce que à travers ce geste qui va réconcilier la communauté, de ce geste qui va réconcilier la communauté, va découler en fait toute la culture humaine. La conscience, le langage, tout ce qui nous extrait de l'immanence, les rites, les interdits, tout ce qui, au bout du compte, même si aujourd'hui nous en avons oublié l'origine, compose le paradigme de notre évidence. Hein, la domestication des animaux. René Girard explique, et là il prend de cette façon le contre-pied des analyses matérialistes type marxiste. On n'a pas domestiqué les animaux pour maximiser le taux de profit. On a domestiqué les animaux parce que l'humanité a ressenti le besoin d'avoir toujours à sa proximité des espèces sacrifiables qui étaient suffisamment proches pour que lorsqu'on les sacrifie, elles ramènent la paix, mais quand même assez loin pour que le geste du sacrifice, donc le moment où on va tuer la victime pour ramener la paix, ne rouvre pas toutes les blessures cicatrisées et n'aboutisse pas finalement au résultat inverse de celui escompté, c'est-à-dire le retour de la violence anomique dans la communauté. Donc ça, c'est le sacré girardien, c'est ça le sacrifice finalement, c'est le moment où la violence, comme dit René Girard, contient la violence, la contient dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment de la violence, mais contient aussi dans le sens de contenir, d'enfermer dans un périmètre duquel elle ne veut pas sortir. Et toute l'architecture du sacré dans les sociétés archaïques, dont moi je postule qu'on n'est pas sorti en fait, quoi qu'on dise, c'est précisément de tracer un périmètre à l'intérieur duquel vont pouvoir se décharger toutes ces pulsions négatives, de telle sorte qu'à l'extérieur de ce périmètre, on parle toujours d'enceinte sacrée, hein, un des mythes prototypiques de l'Occident, c'est Romulus et Rémus, Rémus qui franchit le sillon et qui donc remet en question cette limite à l'intérieur duquel se définit le sacré. Ça, c'est vraiment cette architecture de force, en fait, qui fonde l'ordre de toutes les communautés humaines. Et que René Girard résume dans une formule à la circularité vertigineuse, et qu'il faut toujours avoir en tête quand on évoque un certain nombre de débats, dont celui que tu m'as invité à explorer avec toi. Il est criminel de tuer la victime parce qu'elle est sacrée, mais la victime ne serait pas sacrée si on l'avait tuée. Donc finalement, chez René Girard, il y a
potentiellement une dimension à la fois très subversive et très réactionnaire. La dimension très réactionnaire, c'est d'assumer une part de l'héritage occidental qui est finalement une forme d'identitarisme, une forme de mise en valeur de la culture culturelle, une forme de fermeture à l'universalisme. Toutes les pensées de droite, in fine, partagent ce tronc commun-là. Et en même temps profondément subversif. Une reliance au tabou, finalement, comme structurant de la société. Voilà. On a des tabous, mais d'une certaine manière, on s'en glorifie. On en a besoin. Et donc, d'une certaine manière, il faut quand même qu'on cherche... Et ils sont notre construction civilisatrice. Au fond, voilà. c'est pas ce qu'on a écrit, le décalogue, qu'enfin on est devenu humain. Alors que peut-être pas. C'est peut-être avant que ça s'est passé. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le décalogue résulte. Et alors, c'est là où on a en même temps le René Girard révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, le décalogue, tu ne tueras pas, en fait, on a tendance à le réinterpréter de façon anachronique à la lumière de ce long cheminement du christianisme qui aboutit vers des perspectives universalistes. Mais en fait, le « tu ne tueras pas » du décalogue, et c'est ça en même temps qui fait l'importance de la Bible, c'est comme la tragédie, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu où on est dans le sacré, mais un peu à l'extérieur pour le révéler. Le « tu ne tueras pas », c'est un « tu ne tueras pas » tribal, c'est-à-dire que c'est le « tu ne tueras pas » qui vaut pour ceux qui sont comme nous, une fois qu'on a pu ramener la paix entre les mêmes, parce que on a répandu le sang sur le parvis du temple. Donc le tabou et la violation fonctionnent en articulation étroite l'une avec l'autre. Le tu ne tueras pas du décalogue, c'est en même temps le tu tueras obligatoire du sacrifice, alors chez les Juifs, chez les Hébreux, qui est rendu au Dieu unique, justement dans cette perspective d'occultation, révélation de la violence, dont le monothéisme est en fait un des aspects. Externalisation. Il y a les sauvages et il y a nous civilisés. Et voilà. Donc le tu ne tueras pas, c'est tu ne tueras pas les civilisés. Par contre, ce qui est en dehors du cercle de la civilisation, soit tu peux le tuer, soit même dans certains cas, tu es obligé de le tuer à l'intérieur d'une architecture rituelle extrêmement codifiée. Sachant que là, ça peut peut-être intéresser en tant que scientifique. Chez René, alors, je reviens sur ce que je disais. Cette façon d'appréhender le sacré est à la fois réactionnaire chez ceux qui pensent qu'il faut renouer avec ça, mais elle est en même temps très subversive, dans le sens où, si on va jusqu'au bout de la compréhension de cette logique-là, on se rend compte qu'en fait, toute morale est sacrificielle. Donc finalement, avec René Girard, on est placé en permanence devant un choix crucifiant, et je pense qu'on peut utiliser ce terme en toute rigueur, de toute connaissance de cause. Nos morales relèvent forcément de distinctions sacrificielles entre des gentils inclus et des méchants exclus. Donc, et alors René Girard nous laisse devant une espèce d'ambiguïté, de paradoxe, grise, où à la fois on a besoin de cette morale, parce qu'on n'est pas en pleine, chacun d'entre nous, en pleine lumière et maîtrise de cette compréhension de notre propre violence, mais en même temps, il y a en chacun de nous cette lumière, cette brèche qui a été ouverte par ce cheminement qui passe par le tragique, qui culmine avec le récit de la Passion dans les Évangiles, qui est que, non, il y a toujours quelque chose en nous qui nous dit que la victime est innocente. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tension que René Girard décrit, elle se réplique dans la façon dont l'œuvre de René Girard est reçue, et comme je te le disais tout à l'heure hors antenne, elle se réplique aussi à l'intérieur de la propre personne de René Girard, dont tout le parcours biographique est travaillé par cette oscillation entre la conscience aiguë que le christianisme nous affranchit de la morale, donc il y a des pages de René Girard qu'on pourrait retrouver chez Lénine ou Bakounine, mais en même temps, je dirais une sorte de respect authentique et profond de l'humanité archaïque qui nous a constitués en tant qu'hommes, et dont tous les cadres qu'elle nous a légués sont en fait profondément nécessaires. Donc la réception de René Girard est tragique, le personnage de René Girard est tragique non pas au sens qu'il n'y a pas de solution, mais tragique au sens où justement c'est un appel à la responsabilité et à l'intégrité dans la façon dont nous allons pouvoir nous-mêmes être au clair par rapport à ces pulsions antagoniques qui nous travaillent et qui nous constituent, et en même temps qui nous mettent terriblement mal à l'aise et que nous aimerions bien masquer. Et c'est par cette volonté de masquer cette oscillation autour de la violence qui nous met mal à l'aise qu'à mon avis ressurgit le sacré au cœur de ces sociétés sécularisées qui pensent avoir envoyé par-dessus bord tous ces corsets de ces vieilleries mythologiques. Voilà.
Est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent, essayer de donner une définition ou des contours à cette notion de sacré? C'est quoi le sacré? Le sacré, c'est, je vais essayer de ramasser tout ce que je viens de dire dans une formule provocante, c'est la violence en tant qu'elle est un remède à elle-même. Le sacré, c'est la transgression qu'on installe au cœur de l'ordre social pour l'enfermer dans une espèce de monde à part où elle peut se déployer comme une façon de dire que c'est pas en nous, que c'est hors de nous. Et tant que c'est hors de nous, c'est pas dans l'ordre social, donc on peut continuer à mener nos affaires quotidiennes dans une relative tranquillité d'esprit. Et par exemple, cette spectacularisation du sacrifice du Christ sur la croix dans les églises, où on voit ce personnage sanguinolent, les bras cloués sur une croix, ce serait un petit peu ça, une image du sacré, mettre devant nous quelque chose d'insupportable. Et cette dimension de monstration, d'apocalypse, du fait, il y a chez René Girard un thème qui revient très souvent, qui est celui de la méconnaissance. Les mécanismes du sacré ne fonctionnent qu'aussi longtemps que l'homme peut se raconter à lui-même que c'est pas ça, que ce qui se passe n'est pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'à partir du moment où on a la conscience la plus petite soit-elle du fait que notre victime est peut-être innocente, le sacrifice ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, c'est ça qui, dans les sociétés archaïques, nécessite le retour en permanence du sacrifice, parce que les hommes sont les hommes depuis toujours, et donc il y a toujours quand même cette voie de la conscience qui travaille les hommes, même en amont de la révélation chrétienne. Et donc les collectifs humains étaient régulièrement retravaillés par des accès de violence qui étaient liés précisément au fait qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui disait « non, mais il n'est pas coupable ». Et donc à partir du moment où quelqu'un dit qu'il n'est pas coupable, c'est comme l'enfant dans le conte d'Andersen qui dit l'empereur est nu. Tout l'ordre social s'effondre là à ce moment-là. Et donc c'est ce qui se passe aussi dans la tragédie quand Oedipe est confronté au devin parésiaste, à Tirésias, le devin aveugle, qui dit mais voilà, tu as couché avec ta mère et t'as tué ton père. Exactement. Et ça, c'est une dialectique que la modernité, au sens large, a beaucoup de mal à saisir. Par exemple, pour te donner un exemple, souvent d'ailleurs c'est le parésias qui est sacrifié. Voilà, pour continuer le mensonge. C'est ça, exactement. Pour prendre un exemple, la question du patriarcat. On a tendance à mettre sur l'archaïque une culture du viol qui serait en fait liée à des schémas patriarcaux hérités d'un archaïsme dont il serait urgent de se départir. Alors que, en fait, contrairement à ce que croient beaucoup de féministes d'aujourd'hui, et peut-être contrairement à certaines déviances qui étaient de fait le cas dans les sociétés bourgeoises du XIXe siècle, le patriarcat, ça n'est pas le machisme. Le patriarcat, ça n'est pas le droit de l'homme de faire ce qu'il veut. Derrière le patriarcat, il y a la divinisation du patriarche. Donc il y a toujours le souvenir que le patriarche, celui qui détient le patriarcat, est le transgresseur qui a fauté et qu'on a expulsé, et que précisément parce que son expulsion a ramené la paix dans la communauté, a été divinisé. Mais la figure divinisée du patriarche n'est pas comment dirais-je le discours univoque d'une domination sociale qui se donnerait à elle-même comme étant le fin du fin de l'ordre social. Bien sûr. À la fois, il y a la domination, il y a l'oblation à la pérennité du clan, de la famille. Donc, mélanger le patriarcat en tant qu'il émerge des structures archaïques et la culture du viol, c'est finalement répliquer le mythe dans la prétention qu'on a d'avoir expulsé le mythe. C'est-à-dire qu'en fait, le patriarche violeur, on peut dire que c'est l'Oedipe des temps contemporains. Le MeToo, c'est le sacrifice de l'Oedipe qui, contrairement à ce stade de prise de conscience qui avait déjà opéré chez Sophocle, dans nos sociétés, va être considéré comme le coupable absolu. Donc, dans une société totalement émancipée des rituels et des tabous, qui s'est retournée contre le christianisme et les vieilleries qu'il entretenait dans les églises, il y a cette idée justement que notre propre en fait, voilà, l'expulsion du sacré est sacrée. L'expulsion du sacré est sacrificielle puisque c'est une expulsion. Donc la question n'est pas de savoir si on va se débarrasser ou non du sacré. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la question est d'être au clair avec le sacré. Pour moi, c'est l'application de la phrase de l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour moi, c'est pas la fondation d'une espèce d'idéologie laïque. C'est une vérité anthropologique. René Girard, après Simone Veil, a beaucoup insisté sur le fait que les évangiles étaient en fait une anthropologie. Et rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est un constat
d'une espèce d'entre-deux, de tension qui nous travaille chacun entre ce qui est déjà du côté de la révélation, c'est-à-dire de la compréhension de la violence qui nous travaille, et du côté du César, du politique, de l'occultation de la violence. Et la question, c'est pas d'éradiquer une sphère ou l'autre. La question, c'est d'être chacun au clair dans la manière dont nous sommes réellement affranchis de César et réellement en situation d'avoir maîtrisé notre propre violence. Alors très souvent, nous croyons être du côté de Dieu, alors que ce Dieu que nous faisons est une idole, qui est en fait une espèce de caricature de César. Et dans ce sens-là, finalement, on cumule tous les effets négatifs du sacré. C'est-à-dire, finalement, d'abord, on renoue avec des structures archaïques qui fait qu'on se ferme à la loi d'amour qui potentiellement régit les relations entre les individus. Mais en plus, on se prive de ce que cette absence de loi d'amour pouvait quand même avoir de protecteur dans les sociétés archaïques, précisément parce que la révélation a progressé. Il y a une dimension progressiste chez René Girard quand même. Et donc, on est obligé de le faire en se mentant en permanence à nous-mêmes. Et donc, ça ne peut, au lieu d'apporter la paix, ça ne peut déboucher que sur un surcroît de sacrifices supplémentaires. C'est ce qui fait que, René Girard le disait souvent, on ne peut saisir la société moderne que sous la forme de jeux de contradictions. C'est-à-dire que, par exemple, c'est à la fois la société la plus violente et la société la moins violente. Et on peut prendre toutes sortes d'indicateurs. À chaque fois qu'on prend un indicateur, on va pouvoir justifier l'un et l'autre en même temps. Voilà, donc pour moi, le tragique, c'est ça. C'est arriver à formuler ces contradictions et vivre avec et s'entraider les uns et les autres à produire ensemble le spectacle émancipateur, sachant que tu prenais l'exemple des Christ sanguinolents dans les églises. C'est intéressant de nouveau là, l'ambivalence. C'est-à-dire que ce dévoilement est à la fois le pire et la meilleure des choses. La meilleure des choses, si effectivement, à travers cette monstration du personnage sanguinolent, ce signe, au sens sémiologique du terme, nous renvoie au récit des évangiles, c'est-à-dire que nous avons été capables à un moment donné de mettre à mort une victime innocente et que pour des raisons diverses et variées de nature anthropologique, théologique, peu importe, cette innocence nous est apparue. Donc le crucifix avec le Christ sanglant, il est le lien le lien charnel, concret, matériel, qui nous relie avec cet événement et qui nous invite à le pénétrer toujours davantage. Mais par un phénomène d'inversion, ça peut être aussi le début de cette espèce de veine sacrificielle, malsaine, qu'on voit à l'œuvre dans le débat contemporain, mais dont le christianisme n'est pas exempt de toute responsabilité. Puisque ce que montre René Girard, c'est que la révélation, c'est en fait un rendez-vous à chaque fois nouveau de soi avec soi et de soi avec les autres. C'est pas une espèce d'idéologie qui s'impose une fois pour toutes par la puissance de ses connexions logiques. Et donc, une fois survenu l'événement de la croix, tout de suite se remettent en branle tous les mécanismes mythologiques du sacré archaïque pour essayer de le digérer et d'en faire autre chose qu'il ne dit. Et le moyen le plus simple que l'immanence sociale a trouvé pour survivre à la révélation chrétienne, ça a été en fait d'inverser le paradigme et d'inventer un système victimaire où on se met toujours du côté des bonnes victimes. Et une fois qu'on est du côté des bonnes victimes, ce qui n'existait pas dans le sacré archaïque, ou en tout cas pas à ce point-là, on peut de nouveau, en toute bonne conscience, c'est là où on retrouve l'articulation cas de conscience, bonne conscience, désigner à nouveau des victimes individuelle ou collective, d'où l'importance chez René Girard, fondatrice de la question de l'antisémitisme. Puisque finalement, la constitution du peuple juif en peuple déicide est l'événement prototypique de la transgression du message chrétien pour en refaire une espèce de rémanence des structures sacrées. Et c'est sur cette base-là que se sont construits, après les périodes de persécution, au tournant du IVe siècle, ce qu'on appelle le constantinisme, et dont il est intéressant de voir qu'une certaine droite réactionnaire aujourd'hui se réclame, y compris par la médiation de René Girard. Voilà, donc je ne sais pas si je suis clair, mais le sacré, c'est ça, c'est cette contradiction de la violence qui est à elle-même son propre remède, et dont nous ne pouvons plus aujourd'hui nous servir en toute bonne conscience, précisément parce que nous savons que c'est la violence. Voilà. Ouais, la tragédie met en scène le désir mimétique et la violence mimétique, jusqu'à sa résolution par le sacrifice d'un bouc émissaire et la violence comme rendue sacrée, et le bouc émissaire rendu sacré, pour la concorde du groupe social et sa pérennité.
Et et finalement le spectacle de tout ça, de toutes ces contradictions, c'est le grand roman que nous nous inventons à nous-mêmes en permanence, C'est ça. la mythologie que nous racontons sur notre propre société, qui nécessite une sorte d'aveuglement, parce que si on sort de cet aveuglement, On on vivait effondre, la révélation, on effondre l'ordre social. on effondre intégralement la puissance du sacrifice, et il va falloir en recréer un autre, parce Exactement. que Voilà. il est Une nécessaire. espèce de thermodynamique sacrificielle qui fait que Ouais. cette violence, elle doit forcément se polariser à un moment ou à un autre sur Et quelque dans chose. notre société qui passe son temps à désigner des victimes en mettant en lumière MeToo, etc., au fond, on est dans une course en avant du sacrifice, Voilà. cherchant toujours une nouvelle victime pour essayer Une nouvelle victime à sauver. Ouais, une nouvelle victime à sauver. C'est toute l'ambiguïté du tragique et de ce terme que tu as employé, à mon avis, à très juste titre, c'est la mise en scène. Parce que c'est théâtral tout ça. Et en fait, ce qui est extrêmement troublant, c'est que, en fait, la mise en scène de la tragédie en tant qu'elle révèle le processus est à 99,99% la même que la même mise en scène quand elle a pour objet précisément de sacrifier le bouc émissaire, c'est-à-dire de persuader la communauté qu'elle a raison de sacrifier cette victime. Et donc on chemine toujours sur une espèce de fil du rasoir où ce qui est révélation est en même temps ce qui masque. À tout moment, quand on représente le processus dans le sens où on croit pouvoir s'en émanciper, on est toujours à deux doigts de le reformuler d'une manière qui va nous permettre de désigner de nouvelles victimes. Et je pense que Là encore, c'est un processus mimétique, c'est-à-dire voilà. que la spectacularisation est la réitération au fond du sacrifice initial, Voilà. sous une forme spectaculaire, mais qui est à deux doigts d'être réellement un sacrifice. Qui est toujours à deux doigts, exactement. C'est exactement ça. Et il y a cette dimension d'oscillation sur Niger. On danse sur un volcan et on est toujours en train à la fois de tomber du bon et du mauvais côté. Et c'est ce que lui appelle la crise sacrificielle. Alors, la crise sacrificielle dans les périodes archaïques, elle avait pour elle d'être clôturée dans le temps et l'espace et potentiellement de pouvoir être résolue par le sacrifice. René Girard dit que la modernité est en fait, pour le meilleur et pour le pire, le pouvoir de l'humanité de s'installer dans une crise sacrificielle sans cesse aggravée. Et pourquoi pour le meilleur et pour le pire? Parce que s'installer dans la crise sacrificielle, c'est précisément être dans la situation où on ne peut plus la masquer. Donc aller en permanence, à la fleur en permanence à la surface de notre conscience. Et donc on peut la dépasser par le haut. Mais en même temps, la crise sacrificielle de nos contemporains, enfin de nous tous, c'est exactement la même que la crise sacrificielle des hommes des temps immémoriaux. C'est un moment où, à chaque moment, on peut être en situation de vouloir s'extraire du tout pour réintroduire des distinctions, des coupables, des innocents. Et évidemment, cette distinction, c'est moi qui en ai le pouvoir, et à travers le pouvoir de cette distinction renaissent tous les ordres politiques, totalitaires, attentatoires. Je crois comprendre dans ce que tu dis qu'au fond, dans les temps archaïques, la réitération, l'éternel retour du sacrificiel se fait pour réactiver son efficience et sa capacité à faire se réconcilier la société et donc est rejoué sous une forme rituelle. Et puis le moment chrétien désigne une seule victime qui sera sacrifié de manière rituelle, mais sous une forme spectaculaire, qui est la réitération de la Pâque chaque année ou de choses comme ça, qui ne nécessite plus pour son efficience d'aller sacrifier pour de vrai quelqu'un. Et alors que c'est dans là, les temps que nous vivons de sécularisation et de déchristianisation, il y a comme un retour à l'archaïque. Il faut à nouveau sacrifier pour de vrai des gens. Sous les apparences de sa négation. Ouais. Voilà. Sachant que là, effectivement, tu connectes le champ anthropologique à un champ que René Girard a effleuré, mais dans lequel il n'est jamais rentré, c'est le champ théologique. C'est-à-dire, derrière, il y a une vraie question, c'est de savoir, finalement, qu'est-ce qui fait la spécificité du sacrifice du Christ? Alors, en termes girardiens, on va dire que ce qui fait la spécificité du sacrifice du Christ, c'est que il permet d'aller au bout de la révélation. On a vu avec la tragédie que la tragédie, malgré tout ce qui est mis en œuvre pour aller au plus près du réel, c'est-à-dire du fait qu'on est en train de sacrifier un coupable, elle se termine quand même par un sacrifice. Et le théâtre est le lieu central de la concorde civique. Donc il y a de nouveau quelque chose de sacrificiel qui se joue dans le dépassement du sacrificiel. Ce dont les écritures chrétiennes paraissent, en tout cas si on se fonde sur la lecture de René Girard, absolument indemnes. Il n'y a dans les évangiles à aucun moment le début du soupçon de l'idée que le Christ pourrait être coupable. Oui. Alors là, évidemment, est-ce que ça a un lien avec ce que René Girard appelle le scandale? Il y a ce mot qui revient plusieurs fois dans ses écritures. Alors complètement, oui. Alors le scandale, c'est le petit caillou dans la chaussure qui nous fait tomber.
Cette conscience permanente de l'innocence du Christ, au fond. Le scandale, c'est Satan, pour René Girard. Donc, on voit Satan tomber comme l'éclair. Il développe justement toute une théorie du scandale à travers les paraboles du Christ et qu'il relie au personnage de Satan. Alors, est-ce que Satan est un personnage? Est-ce que Satan est une... Et le scandale, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qui nous fait chuter, c'est-à-dire... alors, je le formule dans les termes qui sont les miens. De là-haut, je ne sais pas si René Girard les valide, mais le scandale, c'est l'image que nous renvoie le miroir de notre propre violence et que nous sommes incapables d'assumer et qui nous fait chuter précisément parce que l'énergie que nous allons déployer pour ne pas nous voir en train d'être violents va nous rendre encore plus violents. Et c'est pour ça que et encore plus mensonger. C'est pour ça que j'ai Satan qui est le grand menteur. Jésus dit malheur par qui le scandale arrive, malheur par qui le scandale arrive. Donc et c'est là où effectivement on est toujours à deux doigts de la récupération sacrificielle. On peut dire malheur par qui le scandale arrive, c'est l'anathème qui condamne celui qui va fauter moralement et qui voilà. Mais en fait, quand Jésus dit malheur à qui par le scandale arrive, il parle pas de la pécheresse ou de la prostituée ou je sais pas quoi, il parle de lui. Et malheur à qui par le scandale arrive, c'est malheur à qui la révélation de la violence va déclencher une espèce de réaction de désespoir par rapport à lui-même, qui, au lieu d'accueillir cet événement comme une ouverture vers autre chose, va l'enfermer dans la conscience douloureuse, mais insupportablement douloureuse, du fait que nous sommes complètement possédés par notre violence. Et le scandalisé par excellence dans ce processus-là, c'est Judas. Judas n'est pas quelqu'un qui a été particulièrement méchant. Dans le récit des évangiles, il y a des pages incroyables de René Girard sur le reniement de Pierre, par exemple. Pierre n'a pas été choisi dans la tradition chrétienne comme le fondateur de la lignée apostolique parce qu'il aurait été détenteur de pouvoirs particuliers, d'une foi plus éclairé que les autres. Parce qu'il est un traître quelque part. Parce qu'il est un traître qui, quand le coq a chanté pour la 3e fois, s'est mis à pleurer. Ouais. Voilà. Alors que Judas, en fait, est celui qui est tellement pénétré de la gravité de ce qu'il a fait que précisément le signe masque ce qu'il révèle. C'est-à-dire que peut-être que Judas a eu à un moment donné une conscience plus aiguë de qui était Jésus que Pierre, finalement. Mais tellement aiguë que ça l'a empêché de l'accueillir comme précisément quelque chose qui s'ouvrait. C'est la conscience, la conscience stupéfiante, immobilisatrice du fait qu'on a commis l'irréparable. Alors que précisément l'irréparable est la brèche par lequel à notre récit... Tu en parlais tout à l'heure, justement, ce moment de stupéfaction lors du sacrifice de la victime. Oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que c'est chez René Girard, en fait, c'est une anthropologie au sens strict du terme. C'est-à-dire que René Girard prétend dire une vérité de l'homme dans sa totalité. C'est-à-dire que ces phénomènes qu'on a décrits tout à l'heure, de violence, de réconciliation contre une victime émissaire, c'est pas juste une particularité de l'espèce humaine parmi les autres espèces humaines, même si chez René Girard... ou tel autre. Voilà, exactement. C'est un événement, alors j'ose le mot, le premier René Girard l'aurait renié, le René Girard d'ensuite l'aurait accepté, un événement métaphysique. C'est-à-dire que y a cette idée que dans ce déchaînement de violence du collectif qui n'est pas encore totalement humain, se produit donc la polarisation sur la victime devenue unique, parce qu'on est passé du tous contre tous au tous contre un. Et à ce moment-là, René Girard, dans des termes poétiques, c'est un poète, c'est pas un scientifique. C'est à la fois quelqu'un qui est très imbibé de rigueur scientifique, il prétend que son raisonnement a une valeur scientifique, mais c'est en même temps un littéraire, et c'est quelqu'un qui fait sentir les choses. Et donc, dans une page magnifique de La violence et le sacré, il décrit le silence stupéfait qui saisit la communauté, le collectif, après le sacrifice. Et donc, pour lui, c'est là le lieu où ce qui est encore un animal s'extrait de son immanence, et à travers cette espèce de traumatisme d'une puissance incommensurable, un peu comme l'explosion nucléaire qui en déclenche une autre, produit cette espèce d'extériorité à lui-même qui est à l'origine de la conscience, qui est à l'origine du langage, et à travers la conscience et le langage, ensuite, tout ce qui fonde une culture, l'art, la musique, la danse... On peut s'arrêter une seconde sur cette phrase qui effectivement a des résonances multiples, très profondes, quoi. Ce silence stupéfait de la communauté humaine face à ce qui vient de se passer.
On peut le ressentir chaque fois que quelqu'un a un accident de voiture et que tout le monde sur l'autoroute ralentit et le silence se fait dans la voiture. Exactement. Plus personne ne parle, ni les enfants, ni les parents, et tout le monde regarde ce qui est en train de se passer. Chaque fois qu'une rixe a lieu et que quelqu'un tombe mort et où tous les participants à la rixe s'arrêtent dans leur propre violence, c'est quelque chose qui a l'air très profond, effectivement. L'anthropologie gérardienne a ceci de particulier qu'elle se fonde non pas sur des spéculations abstraites, mais sur un ressenti très immédiat de ce qui nous travaille aujourd'hui et maintenant. Et donc chez René Girard, et ça a pu être contesté dans le champ épistémologique, notamment par le fait que certains ont pu dire que ça n'avait rien de paupérien à la démarche de René Girard, puisqu'elle n'est pas falsifiable. Et alors bon, il y a des pages entières là-dessus de discussion sur la scientificité ou non de la pensée de René Girard, mais moi je réponds à ça en disant que chez René Girard, en fait c'est une démarche archéologique. C'est pas on s'éloigne du réel pour aller disserter sur des bouts de cailloux qu'on a retrouvés je sais pas où. C'est on part de nos ressentis profonds et à partir de là on réorganise, on retrouve un fil directeur dans tout ce patrimoine immatériel que l'humanité nous a légué et qui est en fait un enchevêtrement de récits les uns dans les autres. Et au fond, chez René Girard, il y a ça, qui pour le coup est assez moderne, c'est qu'en fait l'humanité n'est qu'une gigantesque intertextualité, c'est-à-dire de textes qui se répondent les uns les autres. Et c'est ce qui me fait penser, moi, que René Girard est le seul véritable anthropologue universaliste du XXe siècle, puisque de fait, c'est un constat, hein, et d'ailleurs ça lui a été paradoxalement reproché par ceux-là même qui voulaient lutter contre l'ethnocentrisme occidental. La violence et le sacré est une capacité incroyable à faire résonner les rituels d'intronisation des monarchies sacrées africaines, l'Ancien Testament, la tragédie grecque et les mythologies aztèques. Des jeunes vierges aztèques ou des choses comme ça. Voilà. Ouais. Et la façon, par exemple, c'est peut-être une des entrées les plus frappantes, la façon dont René Girard rend compte de l'invention de l'institution monarchique à travers l'exemple des monarchies sacrées africaines, c'est absolument bouleversant, puisqu'en fait, des cérémonies un peu bizarroïdes dont il faudrait paradoxalement signifier l'égalité de valeur avec l'Occident passerait pour un certain nombre d'ethnologues de l'époque par la volonté de les montrer comme étant essentiellement différentes et inaccessibles. René Girard montre qu'en fait, elles nous parlent de nous. Et le fait qu'en réalité, un roi, ça n'est que quelqu'un, une victime, une figure sur laquelle vont se polariser toutes les pulsions négatives de la tribu, et qui, parce qu'on constate de façon expérimentale que ça ramène la paix, on va retarder le plus longtemps possible son immolation. Parmi les formules incroyables de René Girard, il y a cette définition du roi. Le roi, c'est la victime en attente d'immolation. Et Louis XVI. À tous les candidats à la présidence de la République. Voilà. Mais c'est vrai que ça revient souvent dans le langage. Ça revient souvent. C'est là où c'est étonnant de voir comment nous sommes travaillés nous-mêmes par ces représentations, indépendamment de la conscience que nous avons. C'est un lieu commun du langage journalistique de dire qu'il y a une dimension sacrificielle dans la fonction politique. Mais justement, avec René Girard, on rentre dans ces dénominations et on se rend compte à quel point elles disent la vérité. Et Macron n'est rien de plus, ni de moins, qu'un monarque sacré africain, dont probablement le temps de l'immolation est proche. Mais le corps social a tendance à la retarder de plus en plus, cette immolation, parce que et ensuite il va falloir en trouver un autre. Ouais. Donc tout ce capital pacificateur de l'immolation qui n'a pas encore eu lieu risque de se transformer en son contraire, c'est-à-dire une espèce de nouvelle crise sacrificielle qui va faire souffrir la communauté pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle retrouve une nouvelle victime en attente d'immolation. C'est ça que je dis souvent, de façon provocatrice, pour prendre le contre-pied d'explications trop simplistes, Macron n'est pour rien dans ce qui nous arrive. Un personnage élu, d'ailleurs cette notion d'élection est aussi très sacrificielle, hein. Un personnage élu, c'est un personnage qui est précisément... En fait, Emmanuel Macron ne dit rien de nouveau, de substantiellement nouveau sur le fonctionnement des collectifs humains. Simplement, on est dans une période de révélation, et ça se voit. Et donc, ça n'est pas de nous réconcilier contre une figure politique aussi scandaleuse soit-elle, ou qui sera de nature à nous émanciper et à franchir une étape vers un avenir meilleur. C'est précisément de conduire ce mouvement d'introspection tragique qui est de se dire comment on a pu ensemble
produire cette situation très archaïque, très sacrificielle, dans un contexte où voilà, on a Elon Musk qui prétend pouvoir mettre en œuvre du tourisme spatial ou de l'intelligence artificielle qui va permettre de savoir si des petits-enfants auront je sais pas quel cancer, et que donc si on les soigne avant la naissance, peut-être qu'ils ne l'auront jamais. Voilà, il y a entre le transhumanisme complètement hystérique des élites de la Silicon Valley et le sacré archaïque, il y a des résonances assez étonnantes, et entre les deux, ben voilà, il y a cette conscience de notre violence qui malgré tout nous travaille, et dont moi en tant que catholique, je prétends que les évangiles ont une, une modalité particulière de nous en parler, et donc de nous en libérer. Mais ça, c'est ouvert évidemment à toutes les discussions possibles. Tu m'as dit sur Emmanuel Macron que finalement, au fond, il était un peu un signe, un symptôme, une tragédie à lui tout seul qui est en train de se représenter devant nous et qui nous dit tout de notre société. Donc c'est pas une tragédie, c'est une crise sacrificielle dont on peut faire une tragédie si on la raconte correctement. Ouais. Et sur la question du suicide assisté et de l'euthanasie, c'est pareil. Pour toi, l'opposition entre catholique, pro-life, pro-choice, de gauche, la main sur le cœur, ou de pauvres victimes de lobbies affairistes maçonniques, tout ça est faux quelque part. Alors je dis pas que c'est faux, je dis pas que ça dit pas une part de la vérité, mais pour m'inspirer de la pensée de René Girard, je pense qu'on peut déconstruire une partie de ce scénario-là, au sens le plus cinématographique du terme, pour essayer d'avoir une focale un peu plus élargie et éventuellement reprendre le problème sous d'autres bases. En fait, on est devant des niveaux d'analyse qu'il faut juste installer à leur bonne place pour qu'ils puissent s'harmoniser les uns avec les autres au lieu de se concurrencer. Moi, puisqu'on arrive sur le vif du sujet, je pense que nous vivons dans une société qui a une affinité particulière avec la mort, pour toutes sortes de raisons idéologiques, matérielles, le capitalisme. On est dans une société qui est, et ça dans tous les milieux sociologiques, dans tous les milieux idéologiques, on en parlait pareil hors antenne, inquiété par le surnuméraire. Alors c'est assez bizarre précisément, puisque ça c'est très archaïque comme situation, mais on voit bien que c'est le cas. Tout le 19e siècle moderne, positiviste, est inquiet du surnuméraire. À force d'avoir voulu accumuler, il faut voilà. apurer. Nos rapports de production, et ce faisant, je ne pense pas trahir René Girard en convoquant Marx, parce qu'il y a justement, j'espère avoir fait sentir une dimension très matérielle, pas matérialiste, mais très matérielle dans la pensée de René Girard. Nos rapports de production génèrent un rapport à autrui qui, d'une manière ou d'une autre, sent la mort. Alors, ça peut se passer de plein de façons différentes, sous des modalités guerrières, sous des modalités judiciaires, mais bon, il y a quand même une présence de la mort. Tu m'en parlais tout à l'heure, Malthus, cette inquiétude qu'on va devenir trop nombreux. On parlait aussi de l'exemple du planning familial, dont on fait le symbole de l'émancipation de la femme, du droit et dont on se rend compte quand on creuse un petit peu dans l'archéologie de nos représentations oubliées, qu'en fait derrière il y avait cette inquiétude d'une natalité noire aux États-Unis qui risquait de concurrencer le WASP, voilà, et puis la natalité pauvre aussi qui est inquiétante du point de vue des classes dominantes. Donc bon, pour toute une série de raisons qu'on a ébauchées tout à l'heure, notre humanité si moderne renoue précisément avec cette inquiétude permanente de l'homme en trop. Et moi, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre ces débats sociétaux qui reviennent à intervalles réguliers, et d'ailleurs là, on peut aussi reboucler avec René Girard, qui concernent tous les moments où une communauté, un collectif humain est particulièrement fragilisé. Parce qu'en fait, si on suit les raisonnements qu'on a ébauchés à grands traits, on voit bien qu'un collectif humain, ça n'est pas une donnée stable. Moi, je prends souvent l'image architecturale de la voûte. Ce sont des poussées qui s'annulent. Hein, on a dit le sacré, c'est la violence qui est la réponse à la violence. Donc, un collectif humain, c'est un équilibre instable qui tient toujours par des poussées en sens contraire, sachant que le moindre mouvement de terrain, par exemple, peut faire que la clé de voûte se décale, et à ce moment-là, les poussées en sens inverse qui font tenir le système debout le font s'effondrer. Et donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui.
En fait, on est face à un corps social dont les équilibres sont profondément désorganisés, qui produit du malheur, qui produit de la souffrance, qui produit des tensions. Et alors à ce moment-là, tout l'appareil à mythe se remet en fonctionnement, et donc on va essayer de se raconter ce qui se passe pour s'exonérer de ses propres responsabilités. Et c'est pour ça que moi j'essaie d'explorer cette voie-là, donc je ne dis pas que c'est la seule, mais je pense qu'elle vaut la peine quand même d'être regardée, qui est de dire qu'en fait, la situation d'opposition entre ceux qui vont nous dire que la dignité de la personne humaine repose sur le fait que celui qui pense que sa vie n'a pas de valeur peut se voir infliger la mort, et ceux qui vont monter sur leurs grands chevaux en disant que la vie est sacrée et qu'on n'a pas le droit d'y toucher, en fait c'est ça que René Girard éclaire. C'est cette situation de réciprocité, de mouvement d'indifférenciation, qui fait qu'en fait le sacré revient par la fenêtre alors qu'on croit l'avoir chassé par la porte. Je veux dire par là que se tiennent l'une l'autre finalement. Qui se tiennent l'une l'autre. Comme dans ta phrase de tout à l'heure où la victime est sacrée parce qu'on la tue. Les criminels de tuer la victime parce qu'elle est sacrée, mais elle ne serait pas sacrée si on ne l'avait pas tuée. Et donc la figure, je le mets entre guillemets, de l'inutile dont on veut voir débarrasser le champ social, en fait, sont au travail les mêmes affects, qu'il s'agisse de la diviniser sous la forme d'une sacralité à laquelle on n'a pas le droit de toucher, ou qu'on dise qu'on a dépassé le sacré et que donc une bonne compréhension de la dignité de la personne humaine, de cette de réduction de la personne humaine à l'authenticité de son moi, donc c'est le solipsisme du mensonge romantique, permettrait de le supprimer. Et en fait, ça n'est pas le sacré et le non-sacré qui s'affrontent. Ce sont deux conceptions de ce même sacré qui se déploient à travers des récits qui ne peuvent plus coexister l'un avec l'autre. Alors, dans le cas, effectivement, de ceux qui sont, je dirais, pro-euthanasie, alors, de ton point de vue, du mien, parce que je pense qu'on est d'accord sur le fond, c'est plus choquant, mais c'est plus choquant parce que c'est plus mensonger, d'une certaine manière. Chez ceux qui vont convoquer le sacré pour sauver la vie, moi je pense que c'est très dangereux, mais ça met en branle des mécanismes qui, malgré tout, au bout du compte, produisent quand même du positif. C'est-à-dire que, au bout du compte, on va quand même s'occuper de la personne en extrême faiblesse. Même si je pense que le fait de la sacraliser, c'est-à-dire non pas de la voir comme une personne humaine à part entière, mais précisément de la sauver en tant qu'elle est handicapée ou en tant qu'elle est pourvue d'un certain nombre de signes extérieurs que René Girard appelle les signes sacrificiels, il y a toujours le couteau qui menace de glisser dans le mauvais sens. Ce pourquoi on va diviniser, ce pourquoi on va sacraliser, c'est toujours ceux qui risquent à un moment donné de provoquer le retournement. Mais chez ceux qui sont pour l'euthanasie, alors là, c'est là où c'est intéressant de voir comment, c'est un exemple, je trouve très très intéressant, pour voir comment le sacré revient au travail à travers l'apparition de son dépassement. Moi, je pense qu'en fait, on est dans une société qui se croit être régie par la raison, sous les apparences du droit, et donc on pense que chaque moi est en pleine possession de ses moyens pour décider de lui-même de la valeur de sa vie ou de la non-valeur de sa vie. Et en fait, par l'intermédiaire de ce mensonge romantique, la figure du sacrifice revient, parce qu'en fait, si on suit la théorie de René Girard sur le désir mimétique, si, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est en fin d'une maladie de Charcot, qui souffre le martyre, indépendamment du fait qu'il souffre le martyre et que peut-être pour cette raison doit s'installer un face-à-face des consciences avec le médecin pour voir dans quelle mesure on va organiser cette situation. Si cette personne déclare que sa vie n'a plus de valeur, c'est parce qu'en fait, il limite en miroir le discours que la société teint de lui et à travers lequel il considère qu'il n'a plus de valeur. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure en antenne, il y a en fait une fabrique du désir de mourir, et moi j'y vois là effectivement une rémanence du sacré, dans le sens où dans la modernité qui se croit affranchie du sacré, bon, on peut pas faire comme Hitler et dire voilà, les juifs sont une espèce de poison qui se répand dans la société, donc on peut pas se permettre de désigner ouvertement une catégorie sacrifiable dont on va se débarrasser pour amener la paix dans l'ordre social. Le fait qu'on puisse renvoyer en miroir à quelqu'un le fait que sa vie n'a plus de valeur et qui décide pour cette raison qu'il veut disparaître du champ social est en fait une façon de rétablir, à mon avis, l'efficace du sacrifice, mais en s'en lavant les mains, puisque finalement, ça porte bien son nom, c'est un suicide assisté, c'est-à-dire c'est un auto-sacrifice. Et finalement, le médecin, le scientifique, dans ce dispositif-là, est convoqué comme étant le bras sacrificateur. Et à l'appui de cette thèse, moi, ce qui me frappe le plus dans cette loi, c'est pas tellement
le fait qu'on se paye de bons mots en disant qu'on on va soutenir, on va défendre la dignité de la personne humaine, ce sont tous les dispositifs de type rituel archaïque qui sont installés là au fil des articles pour faire en sorte que le meurtre ait bien lieu. Il suffit pas simplement de dire, on voit bien que ceux-là même qui disent que tuer quelqu'un, ça peut être une façon de sauver sa dignité, en fait, organisent tout le filet de dispositions juridiques qui vont faire que il faudrait pas qu'au dernier moment la personne change d'avis. Donc, par exemple, typiquement, je pense qu'un discours comme le tien ou le mien, bon, la loi n'est pas encore adoptée puisqu'elle va passer, mais je pense qu'un discours Délit d'entrave. oui, un discours comme le mien serait considéré comme un délit d'entrave. Il faut absolument que le meurtre ait lieu. Il faut absolument que la mort advienne. Et dans cette espèce de volonté bizarre qu'il faille absolument que la mort intervienne, avec une volonté de diminuer au maximum toutes les protections qui pourraient intervenir pour faire en sorte que la personne... Oui. Moi, je vois qu'il y a de façon très très évidente ce que Jean-Paul II appelait la culture de mort, c'est-à-dire un désir de mort. Mais voilà, moi ce que je pense, c'est que d'un côté comme de l'autre, ça n'est pas là que se joue l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est une société qui a une affinité particulière avec la mort, toutes ces espèces de circonlocutions par lesquelles on essaie de faire revenir le sacré pour rétablir l'ordre social sont un dispositif narratif qui se pose par-dessus ça. D'où l'idée de restituer comme tragédie cette espèce de dialogue tragique entre les profits qui vont se cacher derrière la sacralité de la vie humaine. Or, le christianisme, contrairement à une idée reçue, c'est pas du tout la sacralité de la vie humaine. Le Christ nous débarrasse de la sacralité de la vie humaine. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose d'un peu ambigu dans ces représentations du Christ sanguinolent. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces représentations sont très datées. Sur les tympans du Moyen-Âge, où on avait certainement une vision plus solaire de ce qu'était la révélation chrétienne, le Christ est en majesté et rayonne. Le Christ du tympan de Vézelay, c'est pas un Christ la tête baissée, du sang partout, avec des espèces de créatures infrahumaines qui hurlent autour de lui. Alors évidemment, je dis pas que, encore une fois, tout est dans tout et réciproquement. Dans cette espèce de représentation du Christ solaire, il peut y avoir aussi l'idée qu'on va refonder une civilisation à partir du christianisme. Et dans la représentation du Christ sanglant, il peut y avoir, comme je le disais aussi, ce fil qui nous relie charnellement avec ce qui s'est passé sur la croix. Donc tu vois, tout est complexe, tout est signe, mais peut fonctionner dans des sens inverses. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il peut y avoir, je vais le formuler comme ça, des gens qui vont se crisper sur la sacralité de la personne humaine et qui vont donc donner l'impression d'être du côté de la vie, alors qu'en fait, les affects qui les travaillent sont profondément réactionnaires. Et j'en veux pour preuve le fait que le combat contre l'euthanasie soit parfois pris en charge par ceux-là même qui ne voudraient surtout rien changer au rapport de production réellement existant, et à toutes ces logiques qui travaillent l'organisation industrielle de la médecine mise en place telle que Ivan Illich les a merveilleusement restituées. Et inversement, on peut aussi prendre au sérieux, et c'est là où ça vaut la peine de penser contre soi-même, un certain nombre de gens qui vont subvertir les distinctions morales qui sont toujours sacrificielles, au point de dire que peut-être il y aurait une légitimité à réfléchir sur précisément qui a le droit de vie ou de mort sur tel ou tel. Et tu vois, tout ça est complètement mélangé, et donc d'où le fait que j'ai immédiatement répondu favorablement à ton projet. Je pense que le tragique, non pas est la solution, parce que là je tomberais dans le piège que j'essaie de décrire moi-même, mais c'est une espèce une sorte de situation littéraire qu'on peut produire ensemble, où chacun, on va pouvoir puiser ce qu'il y a de bon chez l'autre pour essayer de produire ensemble la vérité de ce que nous sommes. La vérité rend libre. On voit bien que ces phrases reviennent assez spontanément au bord des lèvres. Toutes ces phrases disent des vérités profondément anthropologiques, je pense. La vérité rend libre, c'est ça. C'est-à-dire que dire la vérité, l'idéologie n'est pas l'idéologie pense que elle peut faire advenir une espèce d'au-delà désirable qui aurait été pensé par une espèce de mécano chez René Girard. Et à mon avis, dans la tradition chrétienne, il n'y a pas de place pour une espèce de paradis millénariste où tout d'un coup les hommes vivraient bien les uns avec les autres parce qu'ils auraient trouvé la clé de leur violence. Et des rapports de production qui contiendraient en eux-mêmes leur propre remédiation. La véritable émancipation, elle est encore une fois dans le fait d'ouvrir nos oreilles à ce que disent les autres et d'ouvrir les yeux devant ce qui se passe et d'être de faire augmenter en nous la conscience que nous sommes tous les parties prenantes de cette gigantesque aventure humaine qui remonte à plusieurs millénaires et dont on ne sait pas encore combien de temps elle va
durée, et dont nous sommes en fait chacun une espèce de microcosme récapitulateur finalement. Donc l'issue, elle est diplomatique, c'est-à-dire finalement il y a une dimension performative du langage. Alors toujours avec ce danger qu'on pourrait éventuellement basculer vers des conceptions relativistes, mais j'espère avoir montré que ce n'est pas le cas. Cette idée de la diplomatie, c'est pas simplement l'idée qu'on va tordre les mots pour faire en sorte que tout le monde soit d'accord. C'est l'idée qu'en fait on essaye tous de dire la même chose, mais que comme ça nous fait peur, on s'entraide mutuellement à s'empêcher de dire des choses jusqu'au bout. Souvent le mensonge le plus dangereux, c'est celui qui laisse quand même un tout petit peu de vérité advenir et qui finit par, tu vois, le mensonge à 100%, il est inefficace. Ce qui est efficace, c'est le mensonge à 99%. Et typiquement, cette idée de dire qu'on va sauver la vie humaine par le sacré, c'est un mensonge à 99. Et il y a quand même 0,01 de vrai dedans. Cette idée que le sacré est en partie lié avec notre hominisation et que ça doit être respecté. Et l'idée que la dignité humaine passe par une forme de souveraineté sur son corps, c'est vrai aussi c'est faux aussi, mais il y a quand même 0,01% de vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de profondément subversif de la morale sociale dans le christianisme qui fait qu'effectivement, on a retrouvé le pouvoir sur nos corps. Mais retrouver le pouvoir sur son corps, oui, à condition que ce soit en vérité. C'est-à-dire à condition que ce soit au service de soi-même et des autres. Pas dans la validation d'une image fausse que nous renvoie précisément le consensus social et à travers lequel soit nous cherchons des flatteries inutiles, soit à un moment donné l'inverse, c'est-à-dire le désespoir, on ne renvoie de moi qu'une image dégradée, une image d'inutilité, une image de coût, et bien donc l'altruisme finalement c'est de me sacrifier moi-même, et je pense qu'en fait tout suicide, alors t'es peut-être plus qualifié que moi pour le dire, en fait toute démarche de suicide se ramène à ça. Toute démarche de suicide est en fait une sorte d'auto-sacrifice qu'on s'inflige par croyance excessive dans la validité des images que renvoie de nous notre environnement familial, social, professionnel. Et bon, il y a eu suffisamment d'épisodes justement de suicide dans les entreprises gérées selon les méthodes de la bienveillance managériale, hein. Tu m'en parlais tout à l'heure par rapport à la question de l'hôpital, avec toujours pareil cette espèce de mensonge à 99, c'est-à-dire en fait d'un côté on démonte les services publics, on détruit les communs, on rend la vie invivable à tout le monde, on fait passer les chômeurs pour des parasites, tous ces clandestins qui sont le produit même du capitalisme comme une espèce de poison qui et en même temps voilà, il y a j'ai de nouveau perdu le fil de ma pensée. Non, mais il y a toujours cette ambiguïté effectivement au cœur même du mensonge. Aujourd'hui, on a l'impression que le nombre de gens qui intériorisent l'injonction suicidaire de notre système, cette culture de mort dont tu parles, va croissant. Exactement. On a eu pendant le Covid les inutiles, les non essentiels, qu'ils soient artistes ou écrivains, auteurs ou intellectuels. De plus en plus de gens sont devenus non essentiels jusqu'au paroxysme des suspendus, ont vraiment été exclus de la société sans crier gare. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a comme une extension du domaine de l'inutilité aux personnes âgées, aux gens malades au long cours, qui vient effectivement dire quelque chose de ce que nous ressentons collectivement de l'idéal performatif du capitalisme néolibéral. Est-ce que tu penses que justement il y a une espèce de fatalité tragique dans la survenue de cette loi et dans son vote, ou est-ce que le fait d'y réfléchir et de mettre en scène justement la tragédie qu'elle représente peut aboutir à une autre résolution? Alors précisément, ça nous appartient, cette alternative, l'option fatalité ou l'option tragédie. L'option fatalité, c'est de nous conforter les uns les autres dans nos représentations antagoniques, et donc à l'abri de ces représentations antagoniques, protéger les structures de l'ordre social qui sont en fait les responsables de cette présence pathologique de la mort parmi nous. Ou alors il y a le tragique, c'est-à-dire précisément faire de cette présence parmi nous notre cause commune, et au lieu de nous en renvoyer mutuellement la responsabilité, essayer d'en sortir par le haut. Et c'est là où moi, mon travail, c'est que ça consiste justement à... Ça consiste, alors,
Il y a René Girard, il y a les Girardiens. Ce que je vais dire là, c'est un girardisme peut-être hétérodoxe aux yeux même de René Girard, mais c'est, à mon avis, en sortir par le haut, en faisant droit précisément à cette dimension matérielle de la pensée de René Girard, qui sort de la morale pour réinscrire tout le processus d'hominisation dans une approche extrêmement concrète, matérielle, de ce qui fait notre vie en société, et donc de construire ensemble de façon performative le futur désirable de notre nourriture, de notre santé, de notre éducation, enfin de tout ce qui nous préoccupe à chaque fois qu'il s'agit d'accueillir une vie nouvelle dans la grande aventure humaine ou de préparer le départ de ceux qui ont fait leur temps d'une certaine façon. Et donc, je pense que le tragique, c'est pas simplement constater le réel et s'en mettre des cendres sur la tête en se disant, oulala, on va s'en sortir. C'est au contraire revenir à la racine, et à partir du moment où on revient à la racine, faire émerger de nouvelles structures sociales qui fassent advenir une sorte de... Alors Bernard Friot dirait le déjà la communiste, moi je dirais le déjà la chrétien, c'est-à-dire des humains qui sont capables de maximiser, je dirais, le champ de la gratuité dans leurs relations interindividuelles. En sachant que de nouveau, on est dans cette espèce d'oscillation entre le pire et la meilleure des choses, à savoir que tout projet politique de transformation des structures sociales, aussi bien intentionné soit-il, est autant imbibé de conscience des structures sacrificielles, peut très vite, à son tour, devenir le lieu de nouvelles structures sacrificielles. Donc, sachant qu'effectivement, en plus, la théologie... Et le frein, de toute manière, de manière inconsciente ou consciente. Et d'autant plus le frein qu'on n'en a pas conscience. Ouais. Voilà. Et alors là, il y a tout un travail à faire. Il y a une sorte de pessimisme un peu là-dedans, d'un éternel retour. L'éternel retour, c'est justement le champ du mythe, hein, c'est-à-dire la violence qui ne trouve jamais son au-delà et qui revient dans une forme de... Voilà, et qui débouche sur toute une cosmogonie qui lui est propre dans les civilisations où cette fatalité de la violence est précisément vécue comme telle. Ce qui fait d'ailleurs que René Girard a des propos assez sévères sur ces modes, sur la façon complètement détournée dont toutes les sagesses orientales sont en vogue aujourd'hui, présentées comme une espèce de rapport irénique à la violence, etc. Alors que René Girard montre bien que derrière ces représentations de réincarnation, il y a quand même cette idée que la violence est une sorte d'incontournable de notre anthropologie profonde, et que finalement on est démunis par rapport à ça. Et donc René Girard combat beaucoup, mais ça c'est pas René Girard, c'est toute la pensée chrétienne, l'idée qu'on ne se libère pas en se purifiant du désir. Le désir est mimétique et donc il est potentiellement vecteur de violence, mais ça ne doit pas pour autant déclencher cette espèce de chasse au désir puritaine dont précisément une certaine modernité nous donne le spectacle. Donc, cette libido, le fait que notre moi en quelque sorte est vide et n'existe qu'à partir du moment où il se remplit de ce relationnel avec ses semblables sur le plan horizontal et donc s'ouvre sur une transcendance dans le sens vertical, c'est ça qui fait, alors dans un sens la cause de la violence, mais dans l'autre sens certainement cette présence de l'amour gratuit. Alors peut-être certains vont hurler, parce que certains diront peut-être que c'est encore une distinction sacrificielle qu'il faudrait abolir, mais peut-être la spécificité de l'espèce humaine par rapport au vivant en règle générale, et qui lui donne, alors justement pour pas le vivre comme une espèce de limite sacrificielle qui nous donne tous les droits parce qu'on serait supérieur, une responsabilité d'autant plus accrue par rapport au monde vivant. Finalement, la question écologie... Là, il y a comme une correspondance entre la pensée de René Girard et celle d'Emmanuel Lévinas. Voilà. Le désir mimétique et de la violence mimétique et le meurtre potentiel de la volonté classique sur l'autre, et la recherche d'une clé de voûte pour essayer de tenir ces tensions contradictoires par le sacrifice du bouc émissaire, mais elle est aussi potentiellement le frottement de toi et moi dans une relation amoureuse et la survenue d'autre chose, de l'enfant, ou d'une solution inattendue comme résolution à ce désir mimétique, qui pourrait être quelque chose de complètement neuf, qui est et en même temps ancien, portant tous les héritages, qui est l'accouchement de quelque chose de... Et je pense que le champ de la médecine est un champ particulièrement adéquat pour réfléchir à ces sujets-là,
tout ce qui tourne autour du soin qu'on apporte aux vivants. Finalement, le médecin, je disais tout à l'heure, un collectif humain et donc une architecture de force en son sens contraire qui menace en permanence de se déséquilibrer. Et je crois que d'ailleurs, oui, c'est là que il y a un embranchement que j'ai pas fait correctement à ce moment-là. C'est pour ça précisément qu'il y a autant dans les rituels archaïques de rituels qui touchent la naissance, le mariage et la mort. C'est pas pour des raisons magiques. C'est pour des raisons de science expérimentale au sens le plus moderne, le plus contemporain du terme, c'est-à-dire que l'homme archaïque constate que cette architecture de force en sens contraire qui lui permet de ménager une espèce d'enclos pacifié dans un océan de violence est très souvent remis en question au moment où un être entre ou un être sort. Parce que cette architecture de force en sens contraire, dans le monde archaïque de la méconnaissance, elle ne peut être stable qu'à condition qu'elle se raconte comme étant la pérennisation d'une substance éternelle. Or, l'humain est confronté en permanence au fait que le collectif humain, c'est pour ça qu'il faut absolument refuser toutes les essentialisations ethniques, religieuses ou quoi que ce soit. Un collectif humain, c'est une espèce de récit qui se raconte comme une stabilité dans un flux permanent. Et donc, tous les rituels encadrent de façon très étroite la naissance, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouvel être qui potentiellement est un rival de plus dans la répartition de tout ce qui est désirable dans le collectif, la disparition de quelqu'un qui lui aussi est susceptible de dérégler ces espèces d'architecture, de rapport de force mimétique, puis le mariage, parce que c'est quand même, enfin le mariage, le rencontre de l'homme et de la femme, puisque c'est par là que précisément le flux va opérer, et que donc il y a sujet à... Et donc c'est vrai qu'effectivement, pour moi, je te le disais tout à l'heure, et là encore, je le pose comme une provocation dans l'espèce d'ambiance cotonneuse du débat contemporain, mais moi je pense que la question de l'euthanasie, et d'ailleurs ça se voit à travers les termes qui sont employés, reboucle énormément avec la question de l'avortement. Et l'avortement, c'est exactement la même chose. L'avortement, on a dit, l'avortement relève de cette même l'avortement institutionnalisé. Enfin, à un moment donné, il faut quand même revenir aux chiffres. Alors je les ai plus exactement en tête, mais l'ordre de grandeur entre le nombre d'enfants qui naissent réellement, c'est alors même qu'on nous disait que l'avortement allait vers les lois sur l'avortement resterait une exception, mais pas du tout. Et tu disais très justement cette fabrique du désir de mourir, on le retrouve finalement dans ce qui est présenté comme le droit de la femme à disposer de son propre corps, et qui est en fait une injonction sociale, une fois de plus, à régler son compte au surnuméraire. Parce que si la femme, au prix du sacrifice de l'innocent. Je sais que ouais, exactement. Mais alors, de nouveau, en faisant attention, attention justement, à mon avis, et ouvrons le débat avec quiconque voudrait l'avoir avec moi. Attention justement à ce combat pour l'avortement au nom de cette sacralité de la vie humaine qui fait qu'on n'a pas le droit de toucher l'embryon. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de toucher l'embryon, mais c'est vrai parce que c'est le plus faible, donc le plus digne d'amour. C'est pas vrai parce qu'il a un droit à la vie. Parce que ouais, espèce de voilà cette idée d'un droit à la vie qui est en fait la même chose que le droit à mourir. Enfin, et donc à mon avis une société humaniste est une société qui accueille la femme enceinte qui est en difficulté sociale à cause de sa situation et qui va l'aider. Alors je sais très bien. D'ailleurs c'est vertigineux quand je me vois en train de dire quelque chose là qui me catalogue immédiatement du côté des heures les plus sombres. Mais quand tu réfléchis, en fait, il y a quelque chose de profondément bourgeois dans la façon dont, derrière des discours sirupeux, en fait, on rejette la fille mère. Mais la question, c'est pas de faire en sorte que la fille mère ne soit pas mère. La question, c'est de nous aider ensemble à nous départir de ces représentations sociales bourgeoises qui ont pu faire d'une femme enceinte une fille mère. Enfin, moi, ça me paraît assez simple à comprendre, ça. Et je pense que c'est réconciliateur. C'est pas le droit à la vie d'un tel contre tel autre. C'est pas le fait que la femme, quand elle avorte, elle exerce finalement. Ça, je sais pas si tu observes la même chose que moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec l'euthanasie. Il y a quasiment aujourd'hui une injonction à l'avortement. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans une certaine optique féministe, une femme qui n'a pas avorté est une femme qui n'a pas manifesté le pouvoir qu'elle a sur son propre corps. Ce qui est en fait profondément réactionnaire. Parce que dans une optique spinoziste, la liberté, c'est précisément de mener jusqu'à... Enfin, tu m'interromps si je dis une énormité, mais c'est précisément de faire en sorte que le corps de chacun soit en situation de pouvoir accomplir cette puissance. La liberté, elle n'est pas dans un choix.
C'est là où même les représentations de droite et de gauche sont complètement... On croit qu'on est de gauche, alors qu'en fait, on déploie une espèce de théologie bizarre de la responsabilité et du mérite qui, normalement, devrait être convoquée par des gens de droite conservateurs. Tu vois, tout est complètement faussé, parce qu'en fait, voilà, je pense effectivement que... encore aujourd'hui, malgré tout l'environnement hyper sophistiqué technologique dans lequel on baigne, l'enfantement, la conception, la femme enceinte, toutes ces choses-là, ça travaille des trucs bizarres dans les profondeurs de notre anthropologie, et c'est quelque part c'est sale, quoi. On a un rapport puritain à tout ça. On veut pas le voir, et donc on s'interdit finalement de faire advenir toute la puissance de relation qui est derrière. Et voilà, on est très heureux finalement que la personne endosse finalement le statut d'infériorité qu'on lui tend dans le miroir de la norme sociale, avec le piège de lui dire, ben voilà, ta vie n'a pas de valeur, tu peux te tuer, ton enfant, qu'est-ce que tu vas en faire, tu veux pas l'élever, supprime-le. Voilà. Mais là, au-delà même de quelques principes qui soient convoqués, il y a une espèce de vision strictement immanente de la nécessité, un peu schmittienne, quoi. Voilà, bon, bah, il y a pas de sous dans cette famille, il vaut mieux buter cet enfant, c'est le plus simple. Il y a pas, bon, le petit vieux sert plus à rien, il participe plus à l'effort. Et t'es d'accord avec moi? Ce sont des logiques réactionnaires et fondées sur une approche économiciste. Oui, tout à fait, qui se base sur une espèce c'est quoi cette sur la force de frappe du pragmatisme, au fond. Voilà. C'est parce que la loi de la nécessité, qui est la même chose que, pour et moi, derrière, comme tout est lié, t'as le Big Pharma, ce qu'on appelle le Big Pharma, et j'ai écrit des textes là-dessus. Big Pharma, c'est intéressant parce que là aussi, c'est un signe qui masque ce qui révèle, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'immanence dans les rapports de production capitalistes qui produisent un équilibre des forces en faveur d'un certain nombre de donneurs d'ordre de l'industrie. Et c'est très inquiétant. Mais tu vois, par exemple, quand on dit Big Pharma, ah, là, ça y est, pour moi, on risque, non, je dis pas qu'on a, mais on risque, tu vois, de franchir la limite entre la compréhension et la volonté d'opacité. Big Pharma, tu vois, on externalise, on résume dans une espèce d'entité à part toutes sortes de fonctionnements dont on est tous... oui, moi j'ai appelé ça la création des monstres. La création des monstres. Qui sont monstrés, qui sont spectacularisés, qui sont ritualisés dans le rite qu'on leur donne, quoi, qu'on leur rend. Et en gros, leur peut-être quelque chose de l'ordre de leur déification. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as créé ces monstres gigantesques et invincibles, ils font partie de ces titans ou de ces dieux qui circonscrivent le périmètre du connu. Et qui t'empêche d'accéder aux terres inconnues. Sachant qu'il y a cette ambivalence, il faut toujours revenir à ça. Comment dire, ce qui est divinisé et ce qui a transgressé. Donc l'extrêmement positif et l'extrêmement négatif sont forcément contenus dans les mêmes représentations. Donc il faut toujours se méfier des représentations extrêmement positives qui cherchent à cacher le négatif, ou des représentations extrêmement négatives qui cherchent à cacher le positif. D'où cette idée que je travaille et qui m'emmène parfois sur des chemins mouvant et dangereux mais toujours se dire que à partir du moment où une réalité quelconque, un certain état de vie est présenté comme un absolu, comme quelque chose de sacré, c'est qu'en fait on est dans le face-à-face mimétique avec une réalité qui nous met mal à l'aise et qu'on veut pas penser comme telle. Et ça, je le dis parce que moi, je pense que aussi une des règles tragiques, c'est toujours de parler de l'intérieur de sa propre identité. Moi, si je critique un certain catholicisme, c'est parce que je me revendique catholique. Donc, je pense que par le fait, ma critique n'est pas nourrie par un ressentiment. Aux autres de faire le travail et c'est ça la tragédie, en fait, je pense. C'est des gens qui sont, en fait, oui, c'est ça, je vais le formuler comme ça. Des gens qui vont s'entraider à produire une critique de l'intérieur du cadre culturel, familial, sociologique duquel ils sont hérités. Et en fait, la situation aujourd'hui, elle est à la fois extrêmement enthousiasmante et extrêmement inquiétante. Extrêmement inquiétante parce que tout est fait pour empêcher que ce travail ait lieu, et en même temps extrêmement enthousiasmante parce que tout est réuni pour que ce travail puisse avoir lieu. Et d'une certaine façon, je dirais que l'épisode Covid, notre échange à tous les deux, je dis pas qu'elle est par définition et pour toujours, mais tu vois, c'est un exemple on n'était peut-être pas forcément programmés, on n'a pas les mêmes itinéraires. Moi, je viens d'un milieu très bourgeois, catholique, conservateur, mais justement à travers des accidents biographiques, René Girard, sa propre histoire avec la famille, etc. Tu vois, on a tous nos petites faillures, nos petites brèches par lesquelles on peut s'échapper, et dans des moments de grande crise où manifestement aucun récit ne semble être de nature à rétablir l'ordre social, la rencontre devient possible.
Et parce que souvent on me dit finalement ta position d'abord le tragique c'est la fatalité, donc ça j'essaye de m'en défendre. Puis finalement c'est de l'intellectualisme. Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Eh ben moi j'ai tendance à dire quand je suis avec un interlocuteur qui me pose cette question, on est en train de parler. Donc tout dialogue dans le monde actuel, celui qu'on a tous les deux, celui que tu vas avoir avec tous les gens que tu vas interroger autour de ce sujet sociétal extrêmement important qui est la question de la fin de vie. Tous ces dialogues sont, et c'est là où le René Girard structuraliste, progressiste des années 60 a son intérêt, nous donne un accès à la modernité dans ce cas-là de positif. Le langage, c'est pas simplement dans son acception scolastique médiévale, l'adéquatio reiet intellectu, cette espèce de lien objectif entre une réalité et notre intelligence. À travers le langage, précisément, il y a cette articulation de l'immanence et de la transcendance qui fait que le langage est performatif. Donc, performons ensemble. Et je pense que, au lieu de se demander que faire, à chaque fois, quand je crée la revue Antigone et que avec beaucoup d'efforts, au prix de beaucoup de difficultés, de beaucoup de déceptions, de beaucoup d'imperfections, j'arrive à mettre ensemble deux plumes qui n'étaient pas programmées éventuellement pour accepter que leur prose rentre en écho l'une par rapport à l'autre. Eh bien, je suis désolé, je suis plus dans le champ de l'idéologie, je suis plus dans le champ de la cogitation sur ce qu'il faudrait qu'on fasse pour en sortir, dans les bonnes géométries électorales pour essayer de reconfigurer les alliances et mettre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. À mon avis, je produis du réel, en fait. Je réconcilie le verbe et le réel. D'ailleurs, le verbe c'est Fischer, hein. Enfin, tu vois. Justement, j'ai une question peut-être pour nous amener doucement vers la fin de notre entretien. Dans la dernière revue Antigone, il y avait une image saisissante, un masque ou un crâne réduit. Est-ce que tu peux nous raconter le choix de cette... Parce qu'il y a peut-être un lien avec notre question aussi sur la mort et sur le... C'est très intéressant que tu poses la question, oui, effectivement. Parce que ça paraissait étonnant, justement, quelque chose d'aussi concret et d'aussi violent, quelque part, dans une revue qu'on pourrait dire intellectuelle, au fond. Et peut-être ça rebondit sur ce que tu viens de dire, c'est que les mots ne sont pas là que pour les mots. Il y a aussi quelque chose qui se trame, qui se tisse, et qui vient se précipiter dans le réel au passage, dans toutes ces discussions. En fait, quand on a ma sœur et puis ensuite avec mon apport créé la Société des Amis de Joseph et René Girard pour essayer de mettre un peu la pensée de René Girard sous les projecteurs dans le contexte français et francophone, évidemment la question qui s'est posée très vite, c'est que faire? Et déjà à cette époque, et je n'ai cessé ensuite de nourrir cette intuition initiale, et le contexte politique actuel me conforte là-dedans, on a très vite été habité par l'idée que, précisément, j'espère que j'ai réussi à le faire sentir, ça, la pensée de René Girard nous sort du champ de l'idéologie, alors même que beaucoup cherchent à l'y faire rentrer. Il y a beaucoup d'anti-girardiens dans le paysage intellectuel français aujourd'hui, ou beaucoup de gens qui le méprisent, ou beaucoup de gens qui le rejettent en dehors du champ de la science ou des choses sérieuses pour les adultes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'adulent et qui ont divinisé René Girard. Et parfois pour des raisons qui sont très touchantes au départ. C'est vrai que pour beaucoup de gens, la lecture de René Girard a été une façon de mettre des mots sur des questions qui se posaient et les a mis en route. Et ça, il faut justement préserver ça. Mais il y a quand même le danger de faire de René Girard la troisième révélation. C'est-à-dire l'idée que finalement, à travers René Girard, on a tout compris, on a tout élucidé, on est devenu on a complètement conscientisé les phénomènes de violence, et donc on en serait totalement affranchi. Et donc, d'une pensée qui chemine au cœur de la modernité pour nous libérer des idéologies, peut naître, et c'est là où je parle de mise en abîme de la pensée de René Girard dans sa propre réception, le danger de faire de René Girard une nouvelle religion, voire une nouvelle idéologie. Donc on s'est dit que il fallait absolument sortir du champ académique des colloques où des girardiens orthodoxes allaient s'envoyer des compliments, aller se congratuler dans leur convictions réciproquement validées, qu'ils communiaient dans une espèce de pinailler en surplomb, les cheveux en crade sur quelques... Et donc en fait on a voulu, le choix qu'on a fait, c'est de partir en fait de ce qui reste comme étant le champ d'investigation majeur de René Girard, qui est le champ culturel. Et donc on s'est dit que plutôt que d'écrire un livre ou on a fait une revue, mais dans l'esprit que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, l'idée c'était peut-être finalement de nous plonger dans les propres processus de création culturelle
sur lesquels notre grand-oncle avait toute sa vie jeté des éclairages déstabilisateurs pour le meilleur et pour le pire. Et donc, ce qu'on a voulu faire, d'autant qu'en plus on a une famille de musiciens, c'est de passer commande d'une œuvre symphonique qui a été créée une première fois à Paris au Bernardin et puis une deuxième fois à Avignon, d'une œuvre musicale, donc, puisque René Girard aimait beaucoup la musique, qui soit en quelque sorte une illustration sonore, une mise en abîme, on pourrait dire une performance au sens de l'art contemporain. C'est pas complètement idiot, hein, cette idée-là. L'idée que l'art, c'est pas simplement une décoration qui est en dehors du réel, mais que c'est quelque chose qui doit être vécu et habité pour pouvoir délivrer sa part de vérité sur l'humanité. Et donc on a commandé, on a nourri le projet de commander une œuvre musicale. Et l'idée, en fait, pour mettre en abîme la pensée de René Girard en elle-même à travers un processus de création musicale, c'est justement d'essayer d'interroger, de constituer une œuvre musicale qui fasse sentir à l'auditoire la dimension profondément sacrificielle de la musique, et comment en réalité la tension du langage musical contemporain entre ses formes les plus contemporaines et ses formes classiques très consonantes et harmonieuses était en fait une façon d'écrire la tragédie avec d'autres sortes de signes, hein, les signes sonores qui s'adressent directement à notre sensibilité. Et donc le masque qui a été choisi pour illustrer la couverture du numéro d'Anticom, qui est consacré justement à la question de l'art, dont on a voulu qu'elle reste associée à l'héritage de René Girard, ce masque, en fait, est un instrument de musique. Une sorte de harpe. Voilà, exactement. Et c'est une de ces situations que l'anthropologie girardienne permet d'élucider avec une économie de moyens et une poésie incomparable. C'est qu'en fait, l'homme va toujours chercher à reproduire les vibrations, les harmonies, les sensations qui sont liées au plus près de ce silence stupéfait qui succède au sacrifice de la victime réconciliatrice. Et en fait, la musique parle en nous à travers toutes ces vibrations qui sont liées à la fois cette espèce de bruit de fond d'une violence extrême auquel succède un silence, et finalement des vibrations qui, au même titre que beaucoup de rituels, quand on les reproduit, vont avoir un effet pacificateur. Et donc dans la musique, il y a toujours pareil, cette tension entre l'extrême paix et l'extrême violence. Alors, René Girard était quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi en particulier sur le Sacre du printemps de Stravinsky. Et le Sacre du printemps de Stravinsky, c'est ça en fait. Ça a été une bombe au cœur du paysage musical, parce qu'en fait, il a révélé, derrière des architectures splendides, les équilibres somptueux de la musique classique, en gros de Monteverdi jusqu'à Mahler, en fait, toujours au travail des vibrations qui sont celles de la danse sacrificielle. Et de fait, cet événement de création culturelle à Paris du Sacre du Printemps a été tellement traumatisante pour l'auditoire que précisément est survenue la musique contemporaine, qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas du tout une musique novatrice, mais en fait l'ultime tentative du dispositif culturel occidental pour essayer justement de stériliser cette dimension profondément troublante qu'il y a derrière les vibrations musicales. Et nouvelle dialectique girardienne, nouvelle contradiction stimulante, le fait qu'en réalité, entre la musique rococo un peu ornementale de Haydn et l'écouinement informe de Boulez, finalement il y a deux tentatives de faire fonctionner ces vibrations sonores dans un sens qui soit les moins déstabilisateurs pour l'ordre social. Donc voilà, on a autour de ce masque africain, de ce crâne africain qui est en même temps on a voulu essayer de voir si on pouvait produire une œuvre musicale qui contenait un petit peu toute cette histoire de la musique, dans cette tension entre le sens, le non-sens, la vibration qui apaise et en même temps... qui joue sur le crâne du sacrifice. Et voilà, parce que si elle apaise, c'est que précisément derrière, il y a quelque chose de très inquiétant, et de tellement inquiétant qu'on ne veut pas le voir. Que ce soit sous la forme d'une musique décorative, du ressassement de formes classiques qui ont complètement oublié justement cette forme d'horreur du 18e, ça. Ou alors voilà, cette espèce de conceptualisme froid, abstrait, d'une musique qui se déploierait dans une espèce de
d'à côté du réel, qui est finalement bien tranquille, parce que quand on fait de la musique à côté du réel, en écrivant, pour jouer chaque partition, il faut 50 pages de notes pour comprendre le mode d'emploi. Tant qu'on investit notre puissance cognitive à ce genre de récréation, bah, précisément, on se divertit. C'est-à-dire qu'une fois de plus, voilà. Donc l'idée, à travers un événement musical, qui relie justement le plus authentique de notre archaïsme révélé à travers ce masque africain, et aussi une forme de respect quand même des cadres à l'intérieur desquels ces vibrations sonores ont été rendues. Et je pense que le jeune compositeur qui a fait ce travail-là est confronté à un vrai défi, et justement il a réussi ça. C'est-à-dire à faire sentir le côté inquiétant de la musique, mais d'une certaine façon, à travers le fait que précisément, il convoque des formes quand même assez classiques. Et donc, là, quand on écoute du Boulez, on ressent rien, parce que précisément, il faut déployer des efforts. Là, la musique qu'il écrit, c'est une musique qui parle au sens, donc il y a une espèce de jeu permanent comme ça entre les dissonances, les consonances. C'est le pari qu'on s'est donné, d'où le fait d'avoir mis cette image à la une d'Antigone, parce que finalement, elle résume l'entièreté de notre rapport au réel, et une fois de plus, l'émancipation tragique qui consiste à regarder les choses en face. Il ne s'agit pas de ne pas faire de musique parce que ça nous effraie, mais en même temps, quand on en fait et qu'on jouit de la beauté de la musique et des sensations que ça nous procure, toujours quand même être conscient de ce qui est au travail derrière. Voilà. Pour nos auditeurs, où est-ce que on peut retrouver ton travail? S'il y a le site internet de la revue Antigone. Alors, il y a le site internet de la Société des Amis de Joseph et René Girard. On peut peut-être expliquer pourquoi Joseph, sinon. Parce que c'est lié un peu à ce que je viens de dire. En fait, notre idée, justement, c'est de faire en sorte que René Girard ne soit pas un idéologue parmi les autres. Et en fait, Joseph Girard, c'est le père de René Girard, et il se trouve que c'est une des personnalités avignonnaises qui a contribué à remettre à l'honneur tout le patrimoine avignonnais. Il a terminé sa carrière comme conservateur du Palais des Papes. Et donc, c'est l'idée, justement, d'humaniser René Girard, c'est-à-dire de l'inscrire dans son parcours familial. Donc, son père, Joseph, qui était radical socialiste, mouve curé, sa mère qui était de la petite noblesse nord-vauclusienne, ultra-catholique. Et donc voilà, montrer que René Girard, c'est pas une espèce d'événement, de Pentecôte, c'est pas Dieu, René Girard, c'est un Français du XXe siècle qui a fait son chemin avec le maximum d'éthique et d'intégrité au milieu de... Donc on a le site de la Société des Amis de Joseph et René Girard, où on peut retrouver l'actualité de la société, et puis on peut commander la revue Antigone, qui a besoin de lecteurs. Et puis il y a le blog d'Antigone, qu'on peut trouver facilement, alors qui a actuellement un petit problème technique, mais qui va être résolu là dans les 24 heures qui viennent, mais dans lequel j'essaye justement, et c'est de certaine façon, c'est là où on voit que le champ de l'intellect doit toujours cheminer en même temps que la réflexion au sens le plus économique du terme. C'est vrai que moi je voulais absolument la revue, parce que je voulais un lieu qui se mette un peu à l'abri de la rumeur numérique et des phénomènes de bulles qu'elle provoque. Mais je me rends compte qu'il faut qu'on fonctionne sur faut qu'on fonctionne sur ces deux pieds. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on habite cette forme papier qui n'est pas simplement un média, mais qui est une certaine façon d'organiser et de mettre en scène la parole, mais aussi ce blog qui permet de publier au fil de l'eau une parole vivante, en prise immédiate avec l'actualité, sur laquelle évidemment tu es bienvenu pour partager tes réflexions. Et ça marche pas mal jusqu'à présent. J'arrive à avoir des points de vue très à gauche, plus conservateurs. Et puis toujours, moi, c'est un petit peu ma spécificité que j'essaye de placer dans le débat intellectuel en général et dans le petit milieu girardien en particulier. La réconciliation de la pensée de René Girard dans ce qu'elle peut avoir de traditionnel, et une sensibilité quand même assez forte pour la question sociale. Et l'idée de ce déjà-là, qui malgré toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés les uns et les autres, doit quand même être vécu et faire l'objet d'un témoignage. Voilà un petit peu le... Ouais, merci pour tout ça. Il y a aussi un livre qu'on peut retrouver. Alors, j'ai écrit un livre qui est d'ailleurs d'une certaine façon qui m'a mis en route vers cette lecture, enfin qui s'enracine dans cette lecture de René Girard, mais en fait c'est un livre que j'ai écrit pour restituer de l'intérieur
cette expérience collective que nous avons vécue au moment du Covid et qui, pour moi, comme pour toi, a eu des implications professionnelles assez importantes. Donc, c'est un livre qui, en fait, s'enracine dans ce que je savais déjà de René Girard et qui m'a permis, en fait, d'affiner un certain nombre de concepts que j'ai pu ensuite retrouver en relisant ou en lisant la pensée de René Girard, et notamment, donc, ce livre s'appelle Tragique Espérance. Bon, malheureusement, il est plus disponible. Mais peut-être aurais-je un jour ou l'autre l'occasion de le reproposer au lecteur. Ouais. Il s'intitule Tragique Espérance, précisément parce que ce livre s'inscrit justement dans le traumatisme que nous avons vécu collectivement au moment du Covid, mais que j'ai voulu restituer de l'intérieur comme un signe d'espérance, précisément parce que à travers cet événement ne se donnait pas seulement à voir les intentions malignes de tel ou tel politique, de tel ou tel oligarque, de tel ou tel industriel, mais un dysfonctionnement social global qui était précisément le cadre à l'intérieur duquel des brèches s'ouvrent et peuvent laisser échapper un certain nombre de vérités. Et donc ce livre qui se présente comme un journal commence sur une tonalité assez sombre et assez orwellienne pour finalement petit à petit essayer de précisément labourer ce sillon girardien qui est de dire que à partir du moment où on restitue nos conflits, d'une certaine façon, on a déjà le commencement de la solution à ces conflits. Parce que moi, ce que j'ai vu assez rapidement, c'est le fait que cet épisode Covid a été, j'aurais souvent prononcé cette formule, le pire et la meilleure des choses. La meilleure des choses dans le sens où précisément cette espèce de crise de folie collective a permis à certains, et dont moi, des processus de prise de conscience qui nous ont mis en route, nous ont permis de dépasser un certain nombre de cadres conceptuels étroits et nous ont permis de nous rencontrer, d'opérer des rencontres par-delà un certain nombre de clivages trop faciles, mais il y a tout de suite le risque de la refermeture, c'est-à-dire l'idée qu'on a vécu ensemble une expérience tellement exceptionnelle qu'elle nous permet de créer une nouvelle clôture identitaire entre les purs, les impurs, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, et donc à partir de ce qui aurait pu être un signe, de nouveau produire un masque, c'est-à-dire l'entre-soi de ceux qui ont eu raison avant tout le monde. Et donc c'est une forme de réflexion sur ce que les interactions humaines ont pu donner à voir à ce moment-là, avec toutes sortes d'épisodes tragicomiques, mais les regarder avec, peut-être que le mot est galvaudé, mais les regarder avec amour, c'est-à-dire ne pas les regarder, encore une fois, comme étant le fait de gens dépourvus du sens commun et face auxquels on peut se rassurer du fait que nous, on n'est pas comme eux. Ça veut dire précisément qu'il y a quelque chose de littéraire qui surgissait de cette espèce de foisonnement de récits produits par l'information en continu, produits par les réseaux dissidents, et donc tout ça produisant une cacophonie que le tragique peut restituer sous la forme d'une polyphonie, et c'est pour ça que j'ai proposé cet oxymore tragique espérance. Voilà, bon, ce livre en l'état actuellement n'est plus disponible, et je réfléchis soit à la possibilité de faire une suite, parce que précisément on voit bien qu'on est dans une période de crise sacrificielle, où une fois qu'on a évacué l'épisode Covid, on va toujours chercher quelque chose qui va permettre de recristalliser. Donc soit faire une suite, peut-être sous une forme plus structurée, puisque là ça assume la forme journal, et donc on voit ma propre... J'ai choisi de faire en sorte, et j'espère que ça se verra dans 30 ans ou 40 ans, j'ai choisi de faire en sorte que mon propre itinéraire de compréhension se voit à la fois dans ses faiblesses et ses forces que je peux pas moi-même tout à fait évaluer pour l'instant. Voilà, mais tragique espérance, voilà, c'est ça peut-être le mot d'ordre. Oui, oui. Puis qui contient presque tout ce qu'on a dit dans cet entretien, voilà, au fond. Ce que j'ai essayé de la dire. Tragédie d'espérance, l'espérance, les conflits mis en scène, nos contradictions et certaines conscience ou clairvoyance dessus, permettant peut-être d'aller s'en libérer progressivement. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce que je te laisse le mot de la fin sur la question peut-être recentrée de cette euthanasie, suicide assisté qui vont passer devant les sénateurs et pour les citoyens qui nous écoutent. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion? Voilà. Être toujours aux aguets par rapport à des termes qui nous paraissent tellement évidents qu'ils peuvent très facilement faire l'objet de contrefaçons, soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Et je vois beaucoup effectivement circuler cette notion de sacré autour de ces sujets sociétaux. Et attention, le sacré, c'est comme la parole, c'est la pire et
meilleure des choses. Effectivement, il y a quelque chose qui se joue du sacré à travers cette façon qu'on a d'installer un nouveau rapport à la vie humaine. Mais ça n'est pas simplement la convocation du sacré comme une espèce de talisman qui va nous libérer de quoi que ce soit. Je trouve qu'il y a dans les milieux dissidents une certaine facilité à convoquer le sacré en mode déploration. Hein, on a perdu le sacré, il faudrait revenir au sacré. Mais je crois que ceux-là même qui aujourd'hui déplorent la perte du sacré n'ont pas tout à fait conscience de ce qui est en jeu dans le sacré. Donc un appel à la prudence, à la fois à ceux qui pensent qu'ils en sont débarrassés et à ceux qui pensent que le simple fait de l'appeler à notre secours va résoudre tous les problèmes, comme si nous n'étions pas nous-mêmes une partie.